Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 23 juin 2020 et notre cher ami, le professeur David N. Gibbs, est avec nous. Bienvenue, Mike. David. Merci de m'avoir invité à nouveau, Nima. Je vais commencer par la rencontre entre les Iraniens et les Américains en Suisse. Le pays hôte, c'était la Suisse, mais en réalité, le véritable hôte, c'était le Qatar. Oui. Et ensuite, on s'est retrouvé avec deux camps. On avait des médiateurs au Pakistan et au Qatar qui participaient à tout ça. Et le résultat, d'une certaine manière, c'est que la question du Liban est devenue l'un des principaux sujets de discussion en Suisse. Juste après, J.D. Vance a pris la parole à propos du Liban. J'aimerais connaître votre point de vue sur J.D. Vance et sur l'administration Trump compte tenu de ce qu'il a dit à propos du Liban. Voici ce qu'il a déclaré. Was fish very stay next to D'accord, allez-y. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voulez-vous qu'Israël retire ses forces du sud du Liban? Eh bien, nous voulons que la sécurité d'Israël soit protégée et nous voulons aussi que la souveraineté du Liban le soit. C'est une discussion qui va se poursuivre. Les Israéliens ont été très clairs. Ils n'ont pas d'intention territoriale sur le sud du Liban. S'ils estiment devoir y être présents, c'est parce qu'ils s'inquiètent des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban qui tirent vers Israël. Nous pensons bien sûr que cela va demander beaucoup de travail, mais qu'il est possible d'arriver à une situation où l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sont protégées, tout comme la sécurité d'Israël. Et pour cela, il faudra une certaine coordination avec les forces armées libanaises. Il faudra aussi que les Iraniens freinent le Hezbollah. C'est exactement le genre de sujet dont nous avons parlé hier. Et encore une fois, je pense que nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à là où nous en étions il y a seulement 24 heures. Pour revenir à la question principale, est-ce que les États-Unis veulent qu'Israël se retire du Liban? Quelle a été la réponse de J.D. Vance? Oui ou non? Eh bien, j'ai l'impression qu'il parle du retrait d'Israël du Liban. Il affirme, à mon avis à tort, qu'Israël n'a aucune visée territoriale au Liban. Je pense qu'Israël cherche depuis longtemps à annexer la partie du Liban située au sud du fleuve Litani. Beaucoup de leurs actions récentes laissent penser que c'est bien ce qu'ils avaient en tête. Mais malgré tout, il a parlé du fait qu'Israël n'aurait pas de visée territoriale et que toutes les parties sont attachées à la souveraineté du Liban. Ce qui, j'imagine, signifie qu'Israël devrait mettre fin à son occupation, même temporaire, du sud du Liban. Donc, je suppose que c'est désormais la politique des États-Unis. Non seulement exiger d'Israël un cessez-le-feu, mais aussi le retrait de ses forces, dans un certain délai, un délai précis, du Liban, y compris de la zone située au sud du fleuve Litani. Je ne crois pas avoir jamais entendu l'administration Trump dire quelque chose de ce genre auparavant. Et, évidemment, cela reflète le fait que les États-Unis viennent d'être vaincus par l'Iran et que l'Iran impose cette condition. Alors vous savez, quand on perd une guerre, il faut en accepter les conséquences. Et c'est exactement ce que j'entends ici. Oui. En regardant la réunion et la façon dont il parlait des différents sujets, je pense que l'un d'eux, comme l'a mentionné J.D. Vance, c'était le Liban. Mais dans toute la région, on voit que d'une certaine manière, le Pakistan et le Qatar jouent un rôle pour faciliter les négociations. Ça montre bien que la région souhaite ce type de discussion, cet accord entre les deux parties. Pensez-vous que le calcul du côté des États-Unis est en train de changer, ou bien que tout cela relève surtout du théâtre politique qu'on voit en ce moment avec l'administration Trump, à cause de la pression que l'Iran exerce sur elle, notamment avec la question du détroit d'Ormuz? Et selon vous, qu'est-ce que cela signifie exactement?
What is that to your understanding? Trump is trying to present this as Eh bien, je veux dire, Trump essaye de présenter ça comme autre chose qu'une défaite totale pour les États-Unis. Mais en réalité, c'est bien une défaite totale. Il va y avoir beaucoup de mise en scène, je pense, pour faire passer ça comme une sorte de victoire. Par exemple, l'Iran, et d'ailleurs ça m'a surpris, vraiment, a déclaré, dans les 14 points du protocole d'accord, qu'il n'aurait pas d'armes nucléaires. La formulation était très claire. En fait, ça ne fait que réaffirmer ce que l'Iran a toujours dit. Ils ont une fatwa contre les armes nucléaires, contre leur développement. Honnêtement, j'avais toujours pensé qu'après le début de la guerre, en février, ils abandonneraient cette fatwa et se lanceraient dans le nucléaire. J'ai été très inquiet à ce sujet, je dois le dire. Et je suis vraiment soulagé de voir qu'ils font marche arrière. Alors, vous savez, l'administration Trump va essayer de présenter ça comme une grande réussite, alors que ça ne fait que confirmer ce qu'ils ont toujours dit. Le prétexte de base de cette guerre a toujours été une vaste mise en scène, parce que l'idée, dès le départ, c'était d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Or, ils n'ont jamais prétendu vouloir le faire, et tout indique qu'ils n'en avaient pas l'intention. Donc voilà, Trump peut maintenant revendiquer une victoire. Il lui faut bien un petit alibi pour sauver ce qui lui reste de dignité. Alors, il essaie d'en tirer le meilleur parti. Pensez-vous que la pression exercée sur l'administration Trump soit suffisante pour la pousser à bouger d'une manière ou d'une autre sur la question d'Israël? Parce que d'après les médias israéliens, ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est que Ben Gvir et d'autres responsables politiques en Israël ont parlé du fait qu'ils subissent apparemment une forte pression de la part de l'administration Trump concernant le Liban. Sans aucun doute. On pourrait bien assister à un véritable tournant dans la relation entre les États-Unis et Israël, et peut-être à la fin de ce soutien inconditionnel que Washington accorde à Israël depuis plus de 30 ans. Peut-être même, qui sait, à une rupture totale, la fin de toute aide financière, politique et militaire que les États-Unis fournissent à Israël depuis les années 70, sans presque aucune condition depuis les années 90. On pourrait donc être en train d'assister à une rupture définitive avec cette politique. Ce qui s'est passé ici en Iran est vraiment remarquable. Les États-Unis ont été mis en échec par un pays qui, sur le papier du moins, paraît beaucoup plus faible. Et ça, forcément, ça bouscule les choses. Il n'y a rien de tel pour une grande puissance que de perdre une guerre, en l'occurrence, essentiellement face à l'Iran, pour ressentir une forme d'angoisse et de remise en question. Et c'est peut-être bien ce qui est en train de se produire. Je devrais ajouter qu'on a connu ce moment d'introspection après le Vietnam dans les années 70. Pendant presque une décennie, les États-Unis ont été plus prudents, plus retenus qu'ils ne l'avaient été auparavant. Malheureusement, à mon avis, ce mouvement s'est inversé après 1980. Mais pendant un certain temps, les États-Unis se sont vraiment interrogés sur ce qu'ils avaient mal fait au Vietnam. Il y a eu une certaine forme de responsabilité pour ceux qui avaient échoué là-bas. J'espère sincèrement que ce type de responsabilité refera surface aujourd'hui. Ce qui manque vraiment à la politique étrangère américaine, c'est une forme de responsabilité face à l'échec. C'est assez incroyable. Washington est une ville où personne ne rend vraiment de compte. On peut perdre guerre après guerre, accumuler les échecs, même des échecs catastrophiques, et pourtant on grimpe les échelons. Ça s'est produit à maintes reprises. J'en ai donné de nombreux exemples, et ça en dit long, de manière très négative, sur le système politique américain, qu'on ait laissé faire ça. Mais on arrive peut-être à la fin de cette impunité. Ce qui se passe en ce moment pourrait être un choc tellement fort que les choses vont changer. C'est ce que j'espère,
Et j'espère aussi que ça transformera en profondeur la relation de l'Amérique avec Israël. Maintenant, la façon dont Israël va réagir, c'est encore une autre question. En ce moment, il y a en Israël une sorte d'atmosphère messianique, une forme de fanatisme religieux, comme si le pays devait triompher une bonne fois pour toutes de tous ses ennemis. Et ça, c'est très inquiétant, parce qu'Israël possède l'arme nucléaire. Si jamais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, je ne pense pas que ce soit probable. Je suis même content de dire que ça me paraît peu probable. Mais c'est possible qu'Israël en fasse usage. Ils en ont clairement la capacité. Et comme je le disais, l'ambiance d'irrationalité qui domine en Israël en ce moment est assez préoccupante. Alors qui sait ce qu'ils pourraient faire, dos au mur, si les États-Unis finissaient par les lâcher, ce qui pourrait bien arriver. Pensez-vous que l'irrationalité en Israël que vous venez d'évoquer est comprise à Washington? Eh bien, je pense que c'est reconnu dans certains milieux. Beaucoup de cette irrationalité est partagée par les soutiens d'Israël à Washington, le mouvement néoconservateur qui reste extrêmement influent. Il a perdu un peu de terrain, mais il est loin d'avoir disparu. On le voit chez des gens comme dans une certaine mesure Marco Rubio ou encore le secrétaire d'État. Et bien sûr chez des figures comme Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, qui semble avoir beaucoup d'influence au sein de l'administration. Ce courant reste aussi présent dans le Parti démocrate. En fait, il est influent dans les deux partis, très, très influent. Donc, à mon avis, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de pression sur Trump pour qu'il ne poursuive pas dans cette voie, qu'il ne conclue pas l'accord avec l'Iran, qu'il ne mette pas fin à la guerre et surtout qu'il n'opère aucune rupture fondamentale avec Israël. D'un autre côté, Trump fait face à la perspective, comme il l'a dit lui-même, d'une grande dépression. Il pourrait rester dans l'histoire comme le Herbert Hoover du XXIe siècle. Et il ne veut pas de ça. Il ne veut pas être le président qu'on tiendrait pour responsable d'une grande dépression. Je pense que beaucoup de ses conseillers lui ont dit que c'est exactement la direction que ça prenait. Alors, j'ai bon espoir que les pressions économiques soient devenues si fortes. En fait, c'est un peu ce que j'attendais, ce que beaucoup de gens attendaient. Au bout du compte, ce sont les pressions économiques qui forceraient Trump à faire ce qu'il fait aujourd'hui. En gros, se diriger vers un retrait de cette guerre et peut-être même un éloignement de la relation avec Israël. Ce dernier point est plus difficile à imaginer. Mais je pense que ça reste dans le domaine du possible. Je pense que quand on parle de l'administration Trump, les choses sont assez compliquées. Il y a une faction totalement alignée sur Israël, ou qui soutient Israël. Et ces gens-là, je dirais que la majorité d'entre eux sont favorables à Israël, clairement pro-israéliens. Mais ils voient bien comment la situation économique met la pression sur l'administration Trump. De l'autre côté, on a la faction de J.D. Vance, par exemple, Pelote, qui veut devenir le prochain candidat républicain à la présidentielle de 2028. Lui, il considère que rester impliqué au Moyen-Orient et poursuivre ce conflit nuirait non seulement aux États-Unis sur le plan économique, mais aussi sur le plan géopolitique. Ce serait une énorme perte. D'ailleurs, jusqu'à présent, cette guerre, le début de cette guerre contre l'Iran au Moyen-Orient, a déjà été une perte considérable. Mais pour J.D. Vance, quand on parle d'avenir, c'est personnel. Oui, Sa carrière politique est en jeu. Ses négociations le mettent en danger. Quelle est votre lecture de cette situation? J.D. Vance est un personnage intéressant. Je pense qu'il est très intelligent. C'est un jeune homme un peu pressé. Je crois qu'il n'a que 41 ans. Il a un parcours assez singulier, comme tout le monde le sait. Il a grandi dans une grande pauvreté.
Il a écrit un livre de souvenirs à ce sujet, un livre plutôt intéressant d'ailleurs. Il a été un best-seller. Grâce à ses capacités, il a réussi à entrer à Yale. Il s'est complètement intégré à l'élite américaine, à tous les niveaux, y compris avec Peter Thiel dans la Silicon Valley, ce qui a facilité son ascension comme figure politique. En revanche, il semble avoir bien plus que Trump un certain scepticisme sur la valeur des interventions à l'étranger et des guerres. Il incarne clairement une idéologie beaucoup plus America First, l'idée qu'on dépense peut-être trop pour les armes et pas assez pour le bien-être. Et je pense qu'il est aussi beaucoup plus en phase avec une grande partie de l'électorat américain qui en a vraiment assez des guerres sans fin. Ce qui est frappant avec la guerre actuelle en Iran, c'est qu'elle n'a pas commencé avec le soutien de l'opinion publique. D'habitude, les guerres démarrent avec un certain enthousiasme populaire, puis ce soutien s'effrite avec le temps. Mais cette fois, il n'y en a pas eu du tout dès le départ. Donc à mon avis, J.D. Vance joue sur le long terme. Il s'attend à ce que ses positions finissent par être prises en compte. Jusqu'ici, il a suivi tout ce que Trump a fait, au moins publiquement, même s'il s'est opposé en privé, dans une certaine mesure, à la guerre avec l'Iran. Mais pour moi, c'est très révélateur que Trump le charge maintenant de diriger les négociations. Ça me rend plutôt optimiste, parce que j'ai vraiment l'impression que Trump veut s'éloigner de tout ça. Il cherche juste à trouver une sorte de feuille de vigne, un accord de façade, qui lui permettrait de le faire. Et le fait de confier la responsabilité à Vance, à mon avis, montre que c'est une vraie possibilité. Alors, est-ce que ça jouera en faveur de Vance? Ça, c'est discutable. Mais je pense qu'il parie sur le long terme, qu'il finira par en sortir gagnant. Dans l'administration Trump, c'était lui le plus sceptique vis-à-vis de la guerre. Et cette guerre, c'est une impasse, une cause perdue. Donc, au minimum, il pourra dire qu'il avait des doutes, qu'il n'y croyait pas vraiment, et ça lui donnera un certain crédit. À mon sens, de son point de vue, les choses devraient plutôt bien tourner pour lui. En tout cas, c'est comme ça que je vois la situation. David, en Israël, on a quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, un politicien très intelligent. Oui, c'est vrai. Et il a su manipuler Washington à la perfection pendant de nombreuses années. Vraiment de nombreuses années. Et en ce moment, avec la guerre contre l'Iran, les nouveaux sondages en Israël montrent qu'environ 92% des Israéliens pensent qu'Israël a perdu la guerre. Ah, je vois. Eh bien, ils ont raison. Oui, exactement. Parmi les personnes d'extrême droite en Israël, plus de 92%, environ 93,4%, pensent qu'Israël a perdu la guerre. Donc c'est une nouvelle ère pour les Israéliens. Et on sait que l'alternative, ce serait quelqu'un comme Bennett. Naftali Bennett serait cette alternative. Mais si Israël décide de retirer Benjamin Netanyahou du pouvoir, comment tu vois la réaction de Washington? Comment, à ton avis, ce serait perçu à Washington? Et en quoi cela pourrait influencer, ou peut-être changer, la capacité d'Israël à peser sur Washington? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, Netanyahou, il ne fait aucun doute que c'est un politicien très talentueux. Je veux dire, il est extrêmement intelligent, mais totalement dépourvu d'éthique, à tous les niveaux. C'est aussi un militariste convaincu. Il faut dire qu'il vient des forces spéciales. Il est très probable qu'il ait lui-même tué des hommes au combat. Je pense que c'est l'un des aspects qui ont d'abord impressionné Trump. Il donnait l'image du dur absolu. Et Trump aime ça. Mais il est aussi très instruit. Il a étudié au MIT. Son père était un professeur éminent. Il a passé une partie de son enfance aux États-Unis. Il parle non seulement un anglais parfait, mais un anglais à l'américaine, avec un accent américain. Et je crois qu'il l'a dit d'abord en privé avant que ça ne devienne public.
Il se voit comme quelqu'un capable de manipuler les Américains sans aucune limite. He sees himself as having an endless ability to manipulate the Americans. The Americans are endlessly pliable, and he's very. Les Américains sont d'une souplesse sans fin, et lui, il sait très bien en tirer parti. Et là-dessus, il a sans doute raison. Je suis sûr qu'il a été très bon à ce jeu-là. La preuve, c'est ce qu'il a accompli, surtout avec Trump. Il a dominé la politique israélienne pendant 30 ans, mais je pense que cette fois, c'est la fin de la route pour lui. Cette défaite, il ne pourra pas y survivre politiquement. Il pourrait même finir en prison avec toutes ses affaires et ses scandales. Le problème, c'est Naftali Bennett. Je ne vois pas chez lui de vrais changements de fond. Je pense qu'il est sans doute un peu moins doué pour manipuler Washington, probablement moins habile comme politicien, moins rusé, si on veut, que ne l'était Netanyahou. Et c'est intéressant de noter que, comme Netanyahou, il vient lui aussi des forces spéciales. C'est un militariste pur et dur. Il croit à la force, pas aux négociations, du moins autant que possible. Et franchement, je ne vois pas fondamentalement différent sur le fond de Netanyahou. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il a même dit que Netanyahou n'avait pas été assez dur, pas assez ferme. Je pense que c'était en partie de la politique, mais ça montre bien qu'il ne sera pas un homme de paix, ni même un homme de négociation. Je ne crois pas que les négociations fassent vraiment partie de son programme pour l'instant. Mais il pourrait bien être contraint d'y venir une fois qu'il sera Premier ministre. Les circonstances pourraient l'y obliger. Si les États-Unis menacent de le lâcher, il pourrait être forcé de faire des concessions qu'il n'aurait jamais faites autrement. On verra bien. Mais on ne voit pas ça dans l'esprit des Israéliens, ni chez les responsables israéliens. Eux, ils disent, si les États-Unis veulent choisir une autre voie, qu'ils le fassent. Nous, on va faire notre travail ici. D'une certaine façon, ils ont le sentiment d'avoir le soutien américain et que ce soutien durera toujours. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. C'est pour ça que peu importe si le président des États-Unis décide de faire ceci ou cela, le pays aura quand même du soutien. D'ailleurs, vous vous souvenez, pendant l'administration Obama, Israël a reçu l'un des plus importants programmes d'aide militaire, l'un des plus gros et des plus avantageux. Et c'était bien sous Obama, alors même que Netanyahou et ses proches étaient d'une certaine manière totalement opposés à Obama lui-même. Eh bien, moi je dirais qu'Obama n'a pas donné aux Israéliens 100% de ce qu'ils voulaient. Il leur a donné, disons, 94%. Et c'est justement ce 6% manquant qui les a tellement agacés qu'ils se sont opposés à lui. Obama était soi-disant anti-israélien, disait-il, et ainsi de suite. Pourtant, il finançait Israël à hauteur de plusieurs milliards de dollars par an, et on le traite d'anti-israélien. C'est un peu fort, non? Mais non, je pense qu'Israël se considère comme ayant droit à une aide américaine chaque année. La vraie question, c'est pourquoi les États-Unis subventionnent Israël. Franchement, je ne vois aucune justification légitime à cela, d'après tout ce qu'on peut observer ici. Je ne vois pas en quoi c'est dans l'intérêt des États-Unis de le faire. Je pense que, vous savez, le mouvement, il y a un mouvement, le BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. J'ai toujours pensé que, enfin, je suis d'accord avec son objectif, mais politiquement, il a manqué de sens. Le mouvement aurait dû dire « couper l'aide américaine à Israël ». Ça, les électeurs américains peuvent le comprendre facilement, et ils pourraient le soutenir. La vraie question, c'est pourquoi dépenser cet argent pour Israël? C'est un pays à revenus élevés. Pourquoi ne pas le consacrer à des pays qui en ont plus besoin? Ou, si on veut le voir d'un point de vue nationaliste, pourquoi ne pas le dépenser pour les habitants des villes désindustrialisées, comme Youngstown, dans l'Ohio, ou dans les zones rurales appauvries, des endroits comme ça? On pourrait améliorer le système de santé américain, ou quelque chose dans ce genre. Pourquoi le dépenser pour Israël?
Je pense que les Américains commencent enfin à se réveiller à ce sujet, y compris la classe politique américaine. Ils commencent à comprendre que tout cela ne correspond pas vraiment aux intérêts des États-Unis, quels qu'ils soient. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, Israël, ou plutôt le lobby pro-israélien, ce n'est pas seulement le lobby tel qu'on l'imagine habituellement, c'est en réalité bien plus large. Ça inclut, comme je l'ai déjà mentionné, les chrétiens évangéliques qui représentent environ 1/3 du pays. Du moins, c'était le cas récemment, un très grand nombre d'évangéliques. Jusqu'à présent, ils étaient très pro-Israël, sans faille. Mais ça, c'est en train de se fissurer. Les évangéliques ne sont plus aussi favorables qu'avant. Pendant la dernière guerre, ils se sont un peu éloignés. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte autre chose. Le complexe militaro-industriel est profondément lié au lobby pro-israélien. D'abord, ils sont étroitement mêlés à des projets militaires, mais en plus, Israël est une cible majeure pour les ventes d'armes, des ventes subventionnées qu'ils apprécient énormément. Les infrastructures militaires des deux pays, leurs services de renseignement, enfin, il y a même un projet de loi au Congrès pour les relier officiellement. Mais d'une certaine manière, on peut dire qu'ils le sont déjà, et de façon assez poussée. Et toute l'idéologie néoconservatrice repose sur cette idée que l'Amérique devrait ressembler davantage à Israël et agir comme lui. Les structures d'élite des deux pays sont aujourd'hui très étroitement liées. Et ça, je pense que c'est une source majeure du pouvoir d'Israël et que ça l'a été depuis longtemps. Mais encore une fois, je crois que ce pouvoir s'affaiblit maintenant parce qu'Israël nous a entraînés, ou du moins a joué un rôle important, dans une guerre désastreuse qui a mis les États-Unis en échec et affaibli durablement leur crédibilité. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas de sitôt à Washington. Et je pense qu'à partir de là, on va voir une prise de distance de plus en plus nette, et qui sait, peut-être même une rupture totale. C'est peut-être un peu optimiste, mais je ne crois pas qu'on puisse l'exclure à ce stade. Pensez-vous qu'aux États-Unis, on aura un jour quelqu'un d'encore plus pro-israélien que Donald Trump? Autrefois, j'aurais dit que c'était tout à fait concevable. Un démocrate aurait très bien pu être aussi pro-israélien. D'une certaine manière, Biden l'a été de façon exceptionnelle. Et en réalité, depuis Nixon, tous les présidents ont soutenu l'aide américaine à Israël, une aide massive. Dans les deux partis, c'était très populaire. Mais aujourd'hui, je pense que, compte tenu des circonstances, il est peu probable qu'on ait un président qui... Enfin, je pense que, quel que soit le vainqueur de l'élection de 2028, il sera sans doute moins pro-israélien que ses prédécesseurs. Et encore une fois, il n'est pas impossible qu'on assiste à une rupture complète, en partie sous la pression de l'opinion publique. L'Amérique est une démocratie, plus ou moins, et on a encore des élections. Et l'opinion publique se détourne de cette relation. Les sondages le montrent très clairement. Donc, je ne pense pas que la relation entre les États-Unis et Israël va se poursuivre. En tout cas pas avec la même intensité qu'autrefois. À mon avis, c'est peu probable. Aujourd'hui, nous avons eu le président iranien. Il s'est rendu au Pakistan et en discutant avec les responsables là-bas, il a parlé, vous savez, des bases du détroit d'Ormuz. Beaucoup de gens disent que ce détroit est tellement stratégique qu'il pousse l'Iran à vouloir dominer toute la région. Mais aujourd'hui, ce qu'il a déclaré, c'est que l'Iran cherche l'amitié. Il a dit en gros, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Nous tendons la main à nos amis de la région, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie, tous ensemble. Nous cherchons à bâtir une nouvelle architecture de sécurité régionale. Voilà ce qu'il a dit. La vraie question maintenant, c'est comment cela va-t-il être perçu à Washington?
parce que Washington a déjà une stratégie en Asie de l'Ouest. Avant que la guerre contre l'Iran ne commence, le seul problème c'était l'Iran. Et aujourd'hui, on voit bien que toute la région comprend que si les États-Unis attaquent encore et encore l'Iran, ça ne servira à rien. Ce ne sera pas seulement contre l'Iran, ce sera contre tout le monde dans la région. It's not going to be against Iran. It's going to be against each and everybody in the region. Yes. Well, I think Eh bien, je pense, et j'entends ça souvent de la part de beaucoup de gens, que l'Iran va maintenant utiliser sa victoire pour imposer son hégémonie régionale, devenir une sorte de puissance dominante. Qui sait, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais à mon avis, c'est peu probable. Il n'y a pas vraiment de preuve de ça. D'après ce que je comprends, c'est impossible avec l'Iran. Je connais la culture, je connais le gouvernement. Dites-moi. Donnez-moi pour mesure de cette oath. Perspective. Give me more information here. You know, the sentiment on the part of Iran. Vous savez, le sentiment des Iraniens, c'est qu'ils veulent de meilleures relations, une région prospère et plus de coopération. Quelque chose comme ce qu'on trouve en Europe, par exemple, ou ce qu'on trouvait en Europe avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Mais ils veulent quelque chose qui profite à tout le monde. Ce n'est pas censé être quelque chose qui ne serve qu'à l'Iran. Parce qu'en fait, tout le concept, David, de la révolution iranienne, c'est justement d'aller à l'encontre de ces attitudes impérialistes. On ne peut rien trouver d'impérialiste dans leur approche. C'est complètement à l'opposé de ça. C'est pour ça que, vous savez, beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Iran soutient la Palestine, pourquoi l'Iran soutient le Liban. Ils n'ont jamais tiré un bénéfice concret de ce soutien qu'ils apportent à la Palestine. C'est une aide à sens unique, envers la Palestine, envers le Liban, parce qu'ils cherchent une forme de souveraineté dans toute la région. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils misent, ni un moyen de faire du profit. C'est une attitude, un état d'esprit. C'est en partie religieux, je dirais même culturel. Quand on parle avec des responsables, c'est comme ça que je perçois la manière de penser iranienne. Oui. Eh bien, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. D'après ce que je sais, même si j'ai moins d'informations que vous, je pense que vous connaissez sans doute mieux la culture iranienne que moi. Mais il me semble qu'il n'y a aucun exemple où l'Iran aurait mené une agression territoriale contre ses voisins. Même en 1980, pendant la guerre Iran-Irak, c'est l'Irak qui a déclenché cette guerre. Et les deux conflits qu'ils ont eus, avec Israël et les États-Unis, qui les a commencés. On sait tous qui les a commencés. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Je n'aime pas la République islamique, je le dis franchement. Mais, indépendamment de ce que j'aime ou pas, je ne vois rien dans les faits qui montrent qu'ils soient agressifs, militairement ou autrement, envers leurs voisins. Et cette idée selon laquelle ils chercheraient à établir une hégémonie, qu'ils profiteraient de la situation pour imposer une hégémonie, franchement, je ne vois aucune preuve de ça. Ça me paraît plutôt relever du fantasme, peut-être. Je ressens en revanche un engagement idéologique très fort autour de la cause palestinienne et de la défense des Palestiniens sur des bases idéologiques. Mais je ne vois pas là une forme d'agression territoriale. Ça n'a rien à voir avec de l'agression. C'est de la solidarité, pas de l'agression. C'est en partie lié à la religion, bien sûr. Je veux dire, il y a la division entre sunnites et chiites, je comprends ça, mais au fond, ce sont tous des musulmans, donc il y a aussi cet aspect-là. Mais non, je ne crois pas du tout à l'idée que l'Iran serait en train de devenir une puissance hégémonique régionale ou une menace régionale. Pour moi, c'est tout simplement absurde. Voici David, ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov à propos de la région, de l'Iran et des États arabes. Ce serait une erreur si les pays arabes commençaient à s'unir contre la République islamique d'Iran. Et Dieu merci, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
J'aimerais aussi souligner que le vice-président J.D. Vance, après sa rencontre avec l'Iran, à laquelle participaient le Pakistan et le Qatar à Bürgenstock en Suisse, a déclaré, je ne me souviens plus de ses mots exacts, mais il a dit quelque chose comme « Nous avons besoin d'un accord régional ». Et je pense que c'est une chose positive. L'essentiel, c'est l'accord régional, qui en réalité reste le même. D'une certaine façon, il ressemble à la nouvelle architecture de sécurité de la région. Et comment cela va-t-il se mettre en place? Comment Washington perçoit-il cette nouvelle région, s'ils sont vraiment honnêtes dans la façon dont ils s'expriment, selon vous? Je pars du principe qu'ils voient ça comme un signe du déclin de l'hégémonie américaine. Les États-Unis veulent en gros toujours être le médiateur dans chaque région, surtout dans une zone aussi stratégique que le Golfe Persique et aussi précieuse sur le plan économique. Donc, le type d'accord régional auquel Lavrov fait référence, et qui à mon avis rejoint en partie la vision des Iraniens, ce serait un accord indépendant des États-Unis. Il ne serait pas conclu sous la supervision américaine. Les États-Unis détestent vraiment cette idée, tout le concept même. Mais à ce stade, ils n'ont peut-être plus le choix, parce qu'encore une fois, ils viennent de perdre une guerre. Je pense que ce qu'on voit ici, c'est peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour l'hégémonie américaine, à la fois sur le plan économique et sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Beaucoup de gens en ont parlé, et je pense que c'est tout à fait juste. Ce pourrait être un coup très dur pour la crédibilité des États-Unis, y compris leur crédibilité économique, dont ils ne se remettraient pas. Ce pourrait bien être le point de bascule. Pensez-vous que pendant la guerre, après le cessez-le-feu, on a eu une sorte de conflit entre l'Iran et Israël? Parce qu'Israël a attaqué le Liban, l'Iran a réagi à cette attaque israélienne, puis les États-Unis sont entrés en jeu. Dans ce genre de situation où les deux camps se tirent dessus, on n'a pas vu l'Iran attaquer l'Arabie saoudite ou le Qatar. Ça montre que le calcul en Iran est en train de changer, leur façon de penser aussi. Parce qu'au début de la guerre, ils attaquaient tout le monde en même temps. Puis, au fil du conflit, il s'est passé quelque chose en coulisses, quelque chose dont on n'est pas au courant, ou dont ils ne parlent pas ouvertement. Et personne n'en parle. En Iran, on n'en parle pas. En Arabie saoudite non plus. Ils avaient eu une sorte de rapprochement, si vous vous souvenez, avant que cette guerre ne commence. C'est la Chine qui avait facilité ce rapprochement entre les deux camps. Mais je pense que ce qui s'est passé jusqu'à présent, vous avez mentionné que les États-Unis allaient, d'une certaine manière, à cause de la défaite, à cause de ce qui s'est passé avec la guerre, se retrouver un peu en dehors de la région. Ou peut-être que c'est plutôt une décision de Washington. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire partie du nouveau système, de la nouvelle configuration du Moyen-Orient? Parce que la Chine est là, la Russie est là, et tous ces acteurs, tous ces pays font partie de la région. Les États-Unis doivent donc repenser leur politique dans cette zone. Comment voyez-vous les États-Unis et la manière dont ils perçoivent la Chine, la Russie et le nouveau visage du Moyen-Orient? Il est clair que Trump ressent beaucoup de rancune à l'idée de perdre le contrôle du Moyen-Orient. L'une des raisons pour lesquelles il est entré en guerre, je pense, c'était pour préserver la domination américaine. Il y en a sans doute plusieurs, mais celle-là en faisait clairement partie. Et il va la perdre. Trump, encore une fois, parlait « America First ». Il a fait campagne sur ce slogan, ce qui voulait dire une certaine forme d'isolationnisme. Et aussi, comme Vance l'a exprimé encore plus clairement, l'idée de dépenser davantage pour les Américains eux-mêmes et moins pour des aventures militaires à l'étranger. Évidemment, il n'a pas tenu cette promesse. Bien au contraire. Il a lancé guerre après guerre,
Et à un moment, on aurait dit qu'il voulait une hégémonie régionale, juste dans l'hémisphère occidental. Mais ensuite, il a aussi déclenché une guerre au Moyen-Orient. Il m'a semblé que ce qu'il essayait de faire, dans la mesure où il y avait une certaine logique là-dedans, et encore avec Trump, il est tellement impulsif, il agit de façon tellement incohérente, souvent disons-le, au feeling, sans réelle planification, sans vision à long terme, ou très peu. Mais malgré tout, dans la mesure où on peut discerner une logique, un fil conducteur, ça semblait être de préserver la position américaine dans le Golfe Persique. Et je ne vois rien dans ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient qui puisse être favorable à Trump. Il a perdu. Il a misé sur une grande guerre, et il a perdu cette grande guerre. Il n'y a aucun scénario dans lequel il en sortira grandi. Avec le temps, à la lumière de l'histoire, ça paraîtra sans doute encore pire que maintenant. Et déjà maintenant, ça ne paraît pas bon du tout. Une des raisons pour lesquelles Kamala Harris n'a pas pu devenir la prochaine présidente des États-Unis, c'est qu'elle se présentait face à Donald Trump. Et une autre raison, c'est le soutien qu'elle a apporté à Israël, au lieu de soutenir le peuple palestinien. On sait bien comment réagit l'aile la plus progressiste du Parti démocrate. On l'a d'ailleurs vu à New York, avec la première élue socialiste et musulmane. C'est fou. Tout ce qui semblait autrefois impossible, presque interdit aux États-Unis. Et là, on va avoir une maire de New York qui est à la fois musulmane et socialiste. C'est vraiment incroyable à imaginer. Mais comment les démocrates ont-ils pu, d'une certaine façon, ne pas se soucier de ces gens qui rejetaient l'idée de soutenir Israël alors qu'un génocide se déroule à Gaza? Ensuite, on voit les républicains s'en prendre à Donald Trump. Lui, il se vante de ne pas être favorable à la guerre, de ne pas vouloir en déclencher une, de vouloir ramener les emplois et tout ce genre de discours qu'il tient. En ce moment, il y a des gens aux États-Unis, comme Tucker Carlson. Il a soutenu Donald Trump. Oui, il l'a soutenu. Et aujourd'hui, il dit qu'il ne votera plus jamais pour les républicains. C'est fini pour lui. Et il ne votera pas non plus pour les démocrates. Donc, il y a ces gens au milieu qui ne veulent pas être du côté des démocrates ni du côté des républicains. Ils sont contre la guerre. Ils ne veulent plus de guerre, surtout pas de ces guerres sans fin. Eux, ils veulent qu'on se concentre sur l'Amérique, sur les problèmes intérieurs, pas sur ce qui se passe à l'extérieur, pas sur des guerres menées au nom, par exemple, d'autres pays. Prenons le cas de l'Ukraine. C'est une guerre par procuration. Les États-Unis ont tout fourni à l'Ukraine pour qu'elle combatte la Russie. Et au Moyen-Orient, c'est pareil. Les mêmes arguments reviennent, pour les mêmes raisons, aux États-Unis. Mais qui sont ces gens au fond? Et selon vous, est-ce qu'ils pourraient vraiment lancer un nouveau mouvement aux États-Unis? Il ne fait aucun doute qu'il y a une énorme colère populaire contre l'idée de guerre sans fin. Et les gens, je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, j'ai du mal à me souvenir exactement, mais bon, je le vois encore une fois chez les anciens militaires, dans mes cours. Il y a beaucoup de ressentiment à propos de la guerre contre le terrorisme, et beaucoup de vétérans ont le sentiment qu'on leur a menti. Leur vie a été abîmée, parfois physiquement. Certains ont perdu des amis, d'autres ont subi de lourds traumatismes psychologiques. Beaucoup de gens sont revenus avec de graves problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, des personnes qui n'étaient pas violentes avant et qui le sont devenues après leur retour de la guerre. Et il y a cette idée que ces guerres étaient inutiles. Je veux dire, l'Irak, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. L'Afghanistan, on y est resté 19 ans et les talibans sont revenus aussitôt. C'était un désastre. Je pense que les gens en ont pris conscience. Et ça a vraiment provoqué une sorte de basculement populaire qui dépasse les clivages idéologiques. Et encore une fois,
l'antimilitarisme ou le mouvement anti-guerre étaient traditionnellement associés à la gauche. Aujourd'hui, il l'est même davantage à la droite qu'à la gauche. C'est vraiment frappant. Le mouvement anti-guerre a beaucoup basculé vers la droite, ce qui est vraiment étonnant quand je repense à mon enfance, où c'était exactement l'inverse. Et Trump a reflété ce changement. Il donnait l'image d'un homme opposé à la guerre. Il a fait campagne contre les guerres sans fin. Il a fait campagne contre ce qu'il appelait les faucons de guerre, la machine de guerre. Tulsi Gabbard, qui était devenue sa chef du renseignement, vient d'annoncer sa démission. Elle était très attachée à l'idée de combattre ce qu'elle appelait la machine de guerre. Et c'est là qu'on a commencé à voir émerger un mouvement anti-guerre de droite, fondé sur l'idée qu'on a sous-investi dans le peuple américain et trop investi dans la guerre. Et ça, c'était très impopulaire. Les démocrates, eux, restent des bellicistes qui n'ont pas changé. En fait, il s'avère que Trump n'est pas mieux. Mais c'est quand même frappant. Trump fait exactement le contraire de ce sur quoi il avait fait campagne, disons-le comme ça. Beaucoup de gens, moi ça m'étonne pas tant que ça, parce que Trump est tellement incohérent, mais des gens comme Tucker Carlson, eux, ont été surpris. Ils l'avaient soutenu pour cette raison-là. Et maintenant, ils rompent complètement avec lui, totalement, dans le cas de Carlson. D'autres, comme Marjorie Taylor Greene, la députée d'extrême droite, ont aussi été surprises. Elle, qui était fanatiquement pro-Trump, a complètement rompu avec lui, tout comme Carlson. Et donc on voit bien, ou plutôt on pourrait voir, encore une fois, qu'un des problèmes fondamentaux aux États-Unis, ce sont les guerres culturelles. Les guerres culturelles tournent autour de sujets comme les droits des personnes transsexuelles, et dans une certaine mesure autour du vocabulaire, disons. La gauche a un vocabulaire lié à la politique identitaire qui est très impopulaire. Ces guerres culturelles divisent tellement la gauche et la droite que cela rendrait toute union très difficile. Ce que l'on pourrait imaginer, ce que moi personnellement j'aimerais voir, c'est une unité entre la gauche et la droite sur la question de la lutte contre la guerre, un mouvement pacifiste qui dépasse les étiquettes idéologiques. Mais encore une fois, le problème pour créer un tel mouvement, ce sont justement les guerres culturelles qui divisent les gens de manière si profonde. C'est vraiment là que se trouve le cœur de l'énergie politique aux États-Unis. Si on regarde ce qui motive vraiment les gens, ce qui les pousse à s'engager, c'est souvent ce genre de guerre culturelle. Souvent, les sujets dont on parle ne sont pas vraiment si importants, objectivement. Par exemple, les débats sur la question de savoir si on doit avoir des toilettes pour les personnes transgenres, ou sur l'usage des pronoms personnels, sur le fait de les changer ou non, tout ce genre de choses. Ça divise énormément les gens et ça empêche toute forme de mouvement de masse. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les élites apprécient ce genre de débat. Ça bloque toute mobilisation collective sur des sujets vraiment importants. Et du coup, on se retrouve à se disputer sur des choses plus triviales. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même une possibilité, même faible, de voir renaître un mouvement de masse contre la guerre, qui raviverait la tradition pacifiste d'une manière capable de transformer la politique américaine, si on veut adopter une vision optimiste. Pensez-vous qu'il soit encore dans l'esprit de Donald Trump ou de son administration? Y a-t-il vraiment une option crédible pour repartir en guerre au Moyen-Orient? Ou bien cette époque est révolue? Je ne sais pas quelle est votre lecture de la situation. On parle du retrait d'Israël du Liban. À Washington, on ne sent pas une grande détermination. Mais ils connaissent bien le problème au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. Cette réalité ne changera pas. Alors, ils doivent faire pression sur Israël. La question, c'est jusqu'où peuvent-ils aller pour exercer cette pression? Est-ce que ce sera une mission réalisable?
What the United States could do, and Trump always has a choice. Ce que les États-Unis pourraient faire, et Trump a toujours le choix, c'est de couper les ponts avec Israël. Soit il coupe complètement et il dit simplement « Vous êtes seuls maintenant, plus de traitement de faveur. Si vous voulez envahir des pays, eh bien vous le ferez sans le soutien américain. » Ou alors il pourrait conditionner le soutien des États-Unis à une certaine retenue. Par exemple, Israël continuerait à être soutenu, mais à la condition de se retirer du Liban, conformément à notre accord avec les Iraniens. Sinon, pas de soutien. Et de cette façon, il les forcerait à se retirer du Liban. C'est une autre option. Trump a le choix. Est-ce qu'il exercera ce choix ou pas? Je n'en sais rien. Je veux dire, un scénario possible, c'est que l'accord s'effondre. Et la cause la plus probable de cet échec serait, bien sûr, Israël. Israël voudrait que ça échoue et chercherait à le saboter comme ils y pensent sans doute déjà en ce moment. Et, qui sait, je pense que pour Trump, la guerre, c'est fini. Il est tellement inquiet à l'idée d'une récession qu'il fera tout ce qu'il faut pour en sortir. C'est possible aussi qu'il choisisse simplement de se retirer de la guerre sans aucun accord. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours pensé le plus probable, qu'il finisse par s'en aller sans accord. C'est une autre possibilité. Encore une fois, je pense qu'un retour à la guerre est peu probable, mais bien sûr, ce n'est pas exclu. Et si ça devait arriver, Israël en serait la principale cause. Je pense que s'il se détourne de ce qui s'est passé en Asie de l'Ouest, le problème, c'est que ses alliés, en particulier les pays du Conseil de coopération du Golfe, se demanderaient en quelque sorte, mais qui sont vraiment les États-Unis? Eh bien, je pense que les pays du Golfe, s'ils sont intelligents, se rendront compte qu'ils ont été bien naïfs de dépendre du soutien américain dès le départ. Toute l'idée, c'était que la présence de bases américaines devait les rendre plus sûrs. Mais c'est devenu très clair. Cette guerre l'a montré sans ambiguïté. Avoir des bases américaines fait de vous une cible, d'accord? Ça n'améliore pas votre sécurité, ça l'affaiblit considérablement. Ça fait de vous une cible. C'est d'ailleurs étonnant que les Européens ne l'aient pas encore compris, les Suédois, les Finlandais. Avoir des bases américaines ferait d'eux une cible, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Donc je suppose qu'au moins certains pays du Golfe ont fini par le comprendre à partir de leur propre expérience. Ils ont été attaqués sur leur propre territoire parce qu'ils hébergeaient des bases américaines. J'espère donc qu'ils choisiront désormais une relation purement commerciale, à distance, avec les États-Unis, sans alliance comme celle qu'ils avaient avant. Ce pourrait être l'une des conséquences de tout ça. Et peut-être que d'autres pays, un peu partout dans le monde, en viendront à la même conclusion. La meilleure option, c'est de ne pas avoir de base américaine. Oui, merci. Merci David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. À très bientôt. Oui, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Au revoir. Bye-bye.